Le métaverse, le moment où il sera vraiment omniprésent, c'est comme Internet, tu t'en rendras plus compte. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette toute première émission MVP où nous allons à la rencontre d'acteurs du monde de demain, des play to earn et des jeux blockchain. Pour cette première édition, nous sommes avec Arnaud. Salut Arnaud, comment ça va? Bonjour, ça va et toi? Très très bien. Aujourd'hui, on va parler de toi, on va parler de ton métier. Est-ce que tu peux dans un premier temps te présenter, ton parcours, ton expérience dans le jeu vidéo? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Arnaud, voilà, je travaille chez The Sandbox en tant que Global PR Manager, donc dans les relations publiques, etc. Mon parcours, j'ai grandi à Vierzon, j'ai travaillé, après j'ai étudié aux États-Unis, et après je suis parti, j'ai fait 10 ans en Asie, 5 ans à Tokyo et 5 ans à Shanghai, dans lesquels j'ai fait production vidéo justement pour beaucoup d'entreprises RP, etc. Et ensuite, je suis rentré en France et j'ai commencé à travailler beaucoup à l'international, y compris en faisant du consulting sur tout ce qui est stratégie vidéo pour beaucoup d'entreprises, justement dans la presse aussi, qui voulaient se diversifier et faire aussi du contenu non écrit en fait. Incroyable parcours. Aujourd'hui, tu travailles chez The Sandbox et tu nous as dit que tu étais Global PR Manager. Est-ce que tu pourrais nous expliquer dans un premier temps qu'est-ce que c'est The Sandbox pour les gens qui connaissent très peu et qui découvrent aujourd'hui avec cette vidéo et en quoi consiste ton métier? Alors The Sandbox, donc c'est un projet Web3 qui est en fait ce qu'on appelle un métavers. Donc en fait, qu'est-ce que c'est exactement? C'est The Sandbox au départ, c'est si je reprends un peu au début, c'était au départ c'était un jeu mobile qui est sorti il y a un peu plus de 10 ans maintenant. 2012, 2013. Voilà, c'est ça exactement. Dans lequel voilà, les utilisateurs pouvaient créer donc leurs propres expériences et les partager avec d'autres personnes. Comme ça, je ne sais pas si peut-être des gens qui connaissent Mario Maker ou quelque chose comme ça, un peu dans le même style, sauf que là on pouvait vraiment créer pixel par pixel ses propres niveaux et ensuite les partager avec d'autres utilisateurs et chacun pouvait faire son expérience et l'échanger et vraiment découvrir un peu le monde des uns et des autres en fait. Et c'était vraiment basé sur ce qu'on appelle les UGC, donc User Generated Content, donc contenu généré par les utilisateurs. Ce jeu a connu un très très gros succès en fait avec plus de 14 millions de téléchargements donc des milliers et des milliers d'heures passées en fait sur ce jeu par les utilisateurs. Et une des choses qui était un petit peu dommage par rapport à ce jeu, c'est quand même que finalement beaucoup d'utilisateurs avaient créé vraiment des choses superbes dans ce jeu, mais n'avaient pas vraiment de quoi en bénéficier, bénéficier vraiment du fruit de leur labeur. Et en fait, donc fast forward en fait en 2017, en fait, quand CryptoKitties est apparu et donc Sébastien Borget et Arthur Madrid, les cofondateurs de The Sandbox, ont vu un potentiel énorme en fait dans cette nouvelle technologie qui était les NFT en fait. Et ils se sont dit ce qui serait intéressant, c'est peut-être de justement mettre ce type d'écosystème, mais sur la blockchain, et de le rendre plus immersif. Donc Sandbox en fait The Sandbox est devenu un environnement 3D, donc la nouvelle version est maintenant en 3D et permet toujours aux gens de créer leurs expériences. Et de les partager, mais au-delà de ça, ils peuvent aussi maintenant les rattacher donc à une blockchain à travers la technologie des NFT et posséder leur création et aussi les échanger avec la communauté et pouvoir justement, ils peuvent enfin en bénéficier et potentiellement même en vivre. Ok. On en vient à ton métier, Global PR Manager, du coup, chez The Sandbox. En quoi ça consiste? Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est pas un métier commun dont on entend parler qui court les rues. Oui. Alors, donc tout ce qui est PR, donc c'est relations publiques en fait. Donc, c'est-à-dire en fait, pour moi, je pense que ma mission en elle-même, donc c'est vraiment d'essayer de faire comprendre et donner un contexte donc justement à tous ces termes, que ce soit Web3, que ce soit NFT, que ce soit le terme de Metaverse qui est
un peu utilisé de façon en fonction des médias, un petit peu. On va y venir après. Voilà, un petit peu, voilà, de façon, on va dire, pas vague, mais très loose, en fait, comme on dirait. Le but, c'est vraiment de pouvoir commencer à donner plus de contexte et aussi de montrer, pour moi, ce qui est vraiment important de façon personnelle, hein, là je parle pour moi-même, c'est d'humaniser en fait le contexte, parce qu'on parle beaucoup de NFT sur Twitter, on parle beaucoup de NFT sur Discord, on parle beaucoup de NFT voilà, sur des plateformes qui sont quand même très spécifiques à une audience qui connaît déjà assez bien la tech, qui est familière. Mais en fait, moi, la première fois que j'ai rencontré donc, le cofondateur Sébastien Borges, ce qui m'a frappé, c'était le côté humain en fait de la communauté qu'il mettait en place. Et donc, la technologie sous-jacente, c'est intéressant, mais c'est pas ça qui parle aux gens et c'est pas ça aussi qui peut vraiment, entre guillemets, leur bénéficier. En fait, je pense que la technologie devient assez intéressante au moment où justement les gens peuvent interagir de façon fluide sans avoir à se poser la question comment j'utilise telle ou telle technologie ou quoi. Et donc le but, c'est de pouvoir vraiment montrer des histoires humaines en fait derrière tout ça, parce qu'au bout du compte, c'est pas juste des gens qui sont sur Twitter et qui envoient des messages ou des choses comme ça, c'est vraiment des gens qui interagissent, qui créent des communautés entre eux et qui vivent la même passion en fait. Ok, donc finalement tu fais de la sensibilisation un petit peu dans un certain Voilà, sens. et aussi je fais bien entendu relations médias. Donc en fait, par exemple, quand on a des demandes d'interviews pour justement bien comprendre, j'essaie de pouvoir justement être sûr que, parce que voilà, il peut y avoir aussi plusieurs sujets qui sont pour pouvoir donner du contexte, etc. Aux gens et qu'ils puissent bien comprendre ce qu'on essaye de faire, etc. quoi. Donc en fait, pouvoir éduquer aussi le grand public en fait par rapport à ça. Ok, superbe, incroyable. Tu as parlé de NFT, tu as parlé de métaverse, tu as cité pas mal de termes finalement du Web3, d'une niche qu'aujourd'hui encore c'est très petit. Comment est-ce que toi tu as découvert le Web3 et comment est-ce que tu es arrivé finalement à ce poste chez The Sandbox pour peut-être tous les gens qui sont passionnés? D'accord. J'ai découvert le Web3 la première fois j'avais entendu parler de Bitcoin un peu par-ci par-là, voilà, depuis les années, début des années 2010. En fait, là où j'ai commencé à vraiment entendre parler il y avait une présentation en fait que j'avais justement à laquelle j'avais participé à Berlin, où il y avait un des speakers qui était donc vraiment dans le Bitcoin et qui disait Bitcoin, c'est aujourd'hui c'est comme l'email dans les années 90 au niveau du cash en fait, c'est-à-dire que ça va devenir le nouveau cash, etc. À l'époque, je m'étais intéressé et en fait, mais j'avais pas trouvé vraiment d'échange en fait. Il n'y avait pas encore toutes ces plateformes d'échange, qu'elles soient centralisées ou pas, pour pouvoir en acheter. Et donc, moi, j'avais essayé de voir si je pouvais miner, mais j'avais un vieux Mac qui minait pas. Donc, j'ai laissé le truc de côté et puis bien entendu, comme tout le monde, après, on se dit FOMO, j'aurais dû acheter à ce moment-là. Ouais. Non, là où je me suis vraiment mis à acheter donc de la crypto et commencer vraiment à m'intéresser, parce qu'en fait, moi, c'était pas vraiment pour l'aspect financier, mais c'était vraiment pour comprendre comment le manipuler en fait. Même quand j'étais dans les années 90, etc. J'étais un des premiers à me mettre sur Internet dans ma ville parce que j'adorais en fait, j'adorais utiliser cette technologie, même si à l'époque c'était pareil assez compliqué à utiliser. Donc j'avais vraiment envie de commencer à manipuler les crypto-monnaies, voir comment ça marchait, etc. Donc j'ai fait mon premier compte, mon premier wallet en 2017, un peu avant que la bulle explose justement. Et j'avais commencé avec un peu d'Ether parce que j'aime beaucoup le principe d'Ethereum, justement, de pouvoir créer en fait et pouvoir customiser en gros la blockchain pour pouvoir en faire des outils différents que juste une monnaie, pouvoir créer des tokens dessus, etc. Je trouvais ça vachement intéressant. Et donc ça a commencé mi-2017 et ensuite j'ai un peu laissé reposer le truc parce que j'étais très occupé par d'autres projets perso. Et c'est mi-2020 en fait, je me suis remis, j'ai revu quelques images, donc j'allais dire, en 2017 aussi, c'est là où j'ai acheté les premiers CryptoKitties en fait, donc j'étais un des premiers en fait à avoir des NFT, même si les CryptoKitties n'ont jamais gagné vraiment en valeur, je suis content de les avoir, j'en ai toujours je crois 6, un truc comme ça, dont des générations 1, donc j'ai pas de génération 0 parce que là c'est quand même autre chose, mais j'ai des générations 1 de CryptoKitties, et moi ce qui m'avait frappé, c'est la première fois que j'ai utilisé en fait MetaMask pour me connecter donc à la plateforme CryptoKitties, de dire voilà, tu connectes à MetaMask et tout de suite il sait ce que tu as dans ton wallet. La plateforme sait déjà ce que tu as dans ton wallet, alors que c'était pas au départ. Quand tu vas dans un jeu, par exemple, tu vas dans, on va dire,
dans Warzone par exemple, ils trouvent tout de suite tes skins, etc. Ce qui est normal. Mais si tu vas sur un site, même si tu vas sur le site de Blizzard, il ne trouvera pas tes skins systématiquement dans Warzone, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Là, tu branches ton wallet et tu vas sur cryptopixis.com et il trouve ton truc. Tu vas sur OpenSea, il va trouver ce que tu as dans ton wallet. Et en fait, là, je me suis dit, c'est super parce qu'en fait, c'est interchangeable et ça va d'un univers à l'autre, d'un site à l'autre. En fait, ils peuvent savoir ce que tu as comme assets, quoi. Et je me suis dit, c'est intéressant. Et après, bon, je te dis, j'ai été vraiment complètement pris par d'autres projets perso parce que, bon, il y a, voilà, comme on dit, life happens. Donc, voilà. Et ce que j'ai fait par contre, c'est que plusieurs années plus tard, en fait, j'ai vu la première, j'ai vu bien entendu le boom de loin de NFT, etc. en 2020, 2021 et début 2021, en fait, là je me suis dit vraiment, non, le truc c'est que les NFT, ça va vraiment pour moi devenir important au moment où justement ils vont s'adapter au gaming. Et donc j'avais t'avais vu déjà à ce moment-là le potentiel, en fait. Ouais, ouais, je me suis dit. T'as fait le rapprochement avec le gaming. Voilà, en plus moi j'avais un projet perso que j'avais commencé à faire un proto en fait sur Unity d'un jeu et en fait pour moi c'était vraiment, il faudrait qu'il y ait un peu une économie, en fait c'était plutôt deux jeux qui interagissaient entre eux et je me suis dit il faudrait qu'il y ait une économie entre les deux. Et donc au début j'avais pas pensé du tout à la blockchain, pour ça je me suis dit il faudrait une économie centrale mais il faudrait que ce soit sécurisé par un third party, etc., par une boîte pratiquement spécialisée là-dedans. Et puis en fait, quand j'ai commencé je suis tombé sur une vidéo YouTube sur les NFT gaming et je me suis dit non mais en fait c'est ça, c'est vraiment ça la technologie qui va révolutionner la façon dont pas seulement un jeu marche, mais plus un écosystème de jeux peuvent marcher ensemble. Ou alors, pas spécialement des jeux, ça peut être des expériences sociales, ça peut être par exemple des forums dans lesquels c'est réservé aux gens qui ont réussi à tuer tel dragon dans tel jeu. Tu vois, en fait, tu peux commencer à penser à plein de trucs différents, quoi. Et donc, je me suis dit on a peut-être un truc intéressant. Et donc j'ai contacté un ami qui m'avait déjà parlé de loin d'un projet, qui m'avait dit qu'il avait, voilà, qu'il était impliqué dans un projet, etc. Et il s'avère que c'était, donc je lui ai dit c'était quoi ce fameux projet? Il me dit c'est The Sandbox. Donc, et j'ai regardé le site et j'ai fait c'est intéressant et tout. Et puis en fait, à ce moment-là, moi je travaillais avec un média au Japon qui s'appelle Esquire, en fait, qui est donc un magazine pour hommes au départ, mais qui développe aussi, donc qui voulait que je développe pour eux des vidéos. Et donc j'ai dit je pense que j'ai une super interview à faire avec une personne de chez The Sandbox, et donc mon ami lui connaissait Sébastien Borget, le cofondateur, et c'est comme ça j'ai interviewé en fait Sébastien Borget, qui est donc cofondateur de l'entreprise et du projet, et j'ai trouvé ça, enfin sa vision était tellement intéressante, et comme je te dis, jusqu'ici j'étais toujours un peu repoussé presque, paradoxalement, par tous les gens qui parlent de NFT gaming et WAGMI, c'est un acronyme pour dire we're gonna make it, on va tous en faire, on va tous y arriver, à savoir en gros on va tous se faire de la thune et tout. J'étais pas du tout dans ce truc-là, et en fait je suis tombé sur quelqu'un qui était justement très humain et qui en fait lui voyait vraiment les opportunités pour la communauté, et surtout pour moi Sandbox au départ c'était un jeu. Avant de rentrer dans l'interview je me suis dit bon bah ok c'est un jeu, donc voilà qu'est-ce qu'ils font, et en fait je me suis dit non mais c'est un écosystème, c'est-à-dire qu'en fait tu peux être créateur. T'es pas obligé de jouer si t'as pas envie de jouer, tu peux tout simplement avoir une idée de scénario, par exemple, tu veux faire un jeu et donc tu peux te connecter avec quelqu'un qui lui sait faire des assets, ou alors même simplement tu peux récupérer, parce qu'on a une espèce de marketplace, des objets pour créer cette histoire, l'assembler dans un game maker en fait qui ne requiert aucune ligne de code, en fait tu peux le faire de façon complètement organique, et tu peux créer ton aventure directement dans le game maker et ensuite voilà, la partager avec d'autres personnes. Et là je me suis dit ouais en fait ça va bien au-delà d'un jeu, en fait c'est un On était vers quelle période? C'était novembre 2021, donc okay. tu vois c'était récent. Ouais. Et en fait là j'ai été un petit peu en mode waouh, il y a quand même un super potentiel. Et puis aussi de tous les projets NFT dont on peut parler, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sortent des collections, mais on n'est pas encore peut-être à un stade très avancé de développement. The Sandbox, c'était juste la veille du développement de leur alpha, quoi. Donc ils sortaient leur alpha, voilà, qui était ouverte donc, pour pouvoir y jouer, etc. Et donc je me suis dit, ouais, il y a vraiment un projet super solide. C'est en plus donc une équipe qui travaille dans le gaming et même dans un projet Sandbox off-chain depuis plus de 10 ans maintenant, donc qui ont vraiment une expérience. Et ça m'a fasciné, et donc je me suis dit j'ai envie d'en faire partie. Et donc j'ai commencé en fait, entre-temps j'avais eu une offre au Japon, mais en fait je me suis dit
il y a vraiment une raison pour laquelle je resterai en France, ce serait pour travailler pour Sandbox. Et donc j'ai parlé avec l'équipe, etc. J'ai vu donc quel type de poste était à pourvoir et j'ai eu la chance donc d'être admis, voilà, et de pouvoir. C'est une belle histoire. Ta passion d'enfance finalement a ressurgi avec tout ton passif dans le jeu vidéo. Ouais, et tu as eu une exactement. opportunité là, tu en avais une autre et tu t'es dit là je vais rester pour ça, quoi. Voilà, c'est ça. Mais je pense qu'il y a vraiment une culture en fait de curiosité et de créativité chez The Sandbox que j'ai pas vu dans d'autres entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. Alors moi j'ai fait aussi ma propre entreprise, donc j'ai vu un peu les deux. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment une culture de l'encouragement de la créativité et pas que dans l'entreprise, c'est-à-dire dans l'écosystème de Sandbox. Il y a vraiment cette volonté de pouvoir donner les moyens aux gens de réussir de façon créative, mais aussi de pouvoir leur donner les clés justement de pouvoir vivre leur passion en fait. Ouais, Voilà. c'est trop bien. Et qu'est-ce que tu recommanderais finalement à quelqu'un qui est passionné, qui a différents, peut-être peu importe le talent qu'il a, qui est passionné par cet univers blockchain, jeux vidéo, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit aller postuler? Quelle démarche il devrait faire? Est-ce qu'il doit trouver un jeu, un projet qui lui plaît? Je pense qu'il y a beaucoup de façons de travailler en fait, en tout cas en ce qui concerne The Sandbox et je pense au-delà aussi, c'est vraiment de se mettre, de rejoindre les Discord, de s'intéresser au jeu. Par exemple, si la personne ne connaît pas encore The Sandbox, n'y a pas encore joué, il peut aller sur sandbox.game, télécharger le jeu, mais aussi télécharger. On a trois types de soft en fait. On a le jeu donc, qui est le game client, donc qui permet donc de jouer au jeu. On a Voxelite qui est en fait une plateforme de développement, de création d'objets 3D ou de personnages 3D. Avec des templates aussi, voilà. Et en fait, c'est un peu comme, c'est pas comme Blender où il faut vraiment commencer un peu à aller dans la technique. On a bien entendu, ça peut devenir technique, mais en tout cas, c'est très accessible. Les barrières d'entrée sont très basses dans le sens où c'est presque comme du Lego virtuel. En quelques moments, tu peux faire une table, tu peux faire un Rubik's Cube, tu peux facilement faire beaucoup de choses différentes de façon très organique en fait. C'est vraiment comme jouer au Lego. Donc ça, je recommande même d'essayer Voxelite. Et aussi, donc l'autre outil de création qu'on a, c'est Game Maker. Et ça, on trouve tout sur le site à télécharger gratuitement. Et Game Maker aussi, c'est donc en fait là où on assemble tous les objets qu'on a créés dans Voxelite ou les objets qu'on a récupérés, donc qu'on a pu partager dans la communauté, et qu'ensuite on peut mettre dans Game Maker. Et là, on a le personnage, on lui donne un spawn point pour qu'il apparaisse dans l'expérience et on lui donne un goal, par exemple d'aller à tel endroit dans un temps imparti, des choses comme ça. On peut commencer à créer des logic gates, tout ça pour pouvoir créer une expérience et raconter une histoire. Et donc aussi c'est là où on tape les dialogues des NPC, PNJ en français, pardon, PNJ en français. Donc voilà. Et donc moi je trouve que ce qui est intéressant dans Sandbox, c'est vraiment déjà de s'impliquer. Je conseille vraiment aux gens de s'impliquer sur toutes les facettes en fait, que ce soit en tant que créateur, que ce soit en tant que joueur, parce qu'en tant que joueur aussi on peut découvrir le monde des NFT parce qu'on a par exemple un hub qui est ouvert donc pour pouvoir dans lequel il y a par exemple un musée NFT Museum où il y a des galeries de NFT par exemple. On clique sur la NFT, on peut voir de quelle collection elle appartient, à quelle collection elle appartient. Donc tout de suite, je pense que c'est une façon super organique et sympathique de se mettre au monde du Web3 et du NFT et de la culture NFT en fait. Une question qui revient beaucoup, alors tu y as répondu très légèrement avant, mais je vais te la reposer, qui revient beaucoup, nous on fait de la vulgarisation, un petit peu de la sensibilisation, c'est quelle est la différence finalement entre un jeu sans la blockchain, The Sandbox sans la blockchain, et The Sandbox. Les gens me disent souvent, je pourrais jouer au même jeu sans la blockchain, ça ne m'apporte rien. Quelle est finalement la valeur ajoutée de la blockchain dans un projet comme The Sandbox? Déjà, il y a toute une partie au niveau donc, des créateurs. On peut, comme je disais, le fait de pouvoir créer faire ses créations et ensuite les transformer en NFT, ça permet aussi de les partager avec d'autres personnes. Donc déjà, au niveau de la création du jeu en elle-même, elle n'est pas exacte. Les jeux tels qu'on les connaît risquent d'évoluer beaucoup en fonction, en ayant des équipes décentralisées qui peuvent travailler ensemble pour développer un projet commun et travailler sur autre chose juste après. Donc déjà au niveau de la création du jeu et du jeu en lui-même, il y aura potentiellement des nouveaux types de jeux. Je ne dis pas que les jeux aujourd'hui qu'on connaît aujourd'hui vont disparaître, mais il y aura peut-être d'autres types de jeux qui vont se développer de façon beaucoup plus fluide et organique, dans laquelle la communauté peut aussi contribuer à la création de l'histoire et à l'évolution de l'univers.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est au niveau du jeu. Je donne un exemple très basique. Moi, je joue par exemple pas mal aussi à des jeux qui sont pas sur blockchain. Par exemple, avec des amis, je sais qu'on joue, c'est presque pour nous de façon sociale pour se détendre le week-end. On joue à Warzone par exemple, et Blizzard Activision connaît très bien mon profil, puisque je fais partie pile du marché cible, j'imagine, mais ils avaient fait une skin Bruce Willis de Die Hard, tu vois, enfin de Piège de cristal. Et donc il a son débardeur, il a son machin et tout, et voilà, j'avais envie d'acheter la skin de Bruce Willis. Et donc voilà, c'est une skin où t'es Bruce Willis machin et tout. Et c'est marrant, mais cette skin, elle me sert que dans le jeu. C'est-à-dire, je peux pas en faire un avatar sur Twitter, si j'ai envie de la... Voilà, même par exemple, on pourrait avoir le club des Bruce Willis qui ont un KD naze à Warzone sur Discord. Il n'y aurait pas moyen de prouver que voilà, j'ai cette skin Bruce Willis pour aller dans ce forum à Discord. Donc pour créer de la communauté au-delà de ça, il n'y a rien. Et surtout, si Activision demain ferme Warzone et sort Warzone 2, qu'est-ce qui va advenir de cette skin? Je ne sais pas du tout. Si quelqu'un d'autre fait un jeu, je ne sais pas, Die Hard ou un truc comme ça, j'aurais peut-être un petit plus à avoir cette skin. Voilà. Et donc, rapidement, tu te retrouves dans des situations où tu commences à voir, si tu n'as connu que le jeu sans NFT, je comprends qu'on ne se rende pas compte. Mais je pense que dans 10 ans, quand on se retournera et que les NFT, je pense, seront bien plus intégrés au jeu, on se dira c'est quand même bizarre de payer $20 pour une skin que je pourrais plus jamais réutiliser et que je peux utiliser que dans le contexte de ce jeu. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'assez normal, comme à l'époque. Moi, je sais quand j'étais sur Internet, on trouvait ça normal de payer les communications locales vers le router, ou je sais plus comment ça marchait exactement, mais et d'avoir un petit ding quand t'étais. Maintenant, t'es sur Internet de façon complètement, on va dire, sans couture, et donc c'est vrai qu'on ne se verrait pas retourner en arrière. Je pense qu'il y a un peu cette idée-là derrière. Mais pour répondre à ça aussi, c'est ce que je t'expliquais avec CryptoKitties, même un truc aussi basique que ça, c'est de pouvoir en fait amener d'un jeu à l'autre, ou d'un univers à l'autre, ou d'un métavers à l'autre, parce qu'on fait un projet métavers, j'appelle ça, un écosystème à l'autre. En fait, toutes les choses que j'ai fait dans Sandbox, y compris peut-être des choses que j'ai créées dans Sandbox, pas spécialement ça peut être des trophées que j'ai gagnés, des choses comme ça, mais que tu puisses les amener autre part, dans une autre communauté. Pareil avec, je sais pas moi, des trophées PlayStation, des choses comme ça, tu pourrais très bien avoir des communautés qui se créent autour des gens qui ont Platinum tel ou tel jeu, ou qui ont vraiment fait que du Platinum. Donc c'est là où en fait tu ajoutes vraiment de la valeur à toutes ces choses qui sont gamifiées dans un jeu, mais qui restent complètement donc cantonnées à ce jeu. Tu peux les sortir et vraiment créer des valeurs, de la valeur au-delà de ça en fait. On va poser une petite question sur The Sandbox parce que c'est une question qui m'intrigue énormément. Ouais. On voit beaucoup de marques acheter leur terrain, leur land sur The Sandbox. On pense à Carrefour, on pense à Atari. Est-ce que le fait que ça devienne un outil marketing pour certains grands groupes, c'est quelque chose qui est prévu par The Sandbox? Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Alors je pense qu'au début, c'est peut-être qu'organiquement ça permet de communiquer sur ça, mais je pense que le but ultime donc, de ces marques est aussi justement de pouvoir trouver une nouvelle façon de se connecter à leur base, leur fanbase ou leur communauté ou leurs consommateurs aujourd'hui. Donc je pense que c'est des marques qui en général sont intéressées par quelque part par l'avenir donc de ce que veut dire être une marque en fait. On parle énormément de métaverse, ouais. Surtout avec The Sandbox, qui ouais. est l'un des leaders là-dedans. Et pourtant, personne ne s'accorde sur la même définition de métaverse. D'accord. Et qui de mieux que quelqu'un de Sandbox pour répondre à la question. Alors il y a une image dont je vais te laisser prendre connaissance qui circule énormément sur Internet, notamment sur Reddit, qui oppose différents points de vue. Finalement du métaverse. Ouais. Où est-ce que toi tu te positionnerais? Qu'est-ce que tu en penses toi? Qu'est-ce qu'un métaverse finalement? D'accord. Je regarde juste. Alors c'est assez rigolo. C'est une matrice avec beaucoup d'exemples. Je dirais que c'est difficile. Alors tu as Structure Purist, Doctrine Purist, Doctrine Radical. En fait, c'est assez intéressant parce que
Là, ce que je vois, c'est Gorilla Tag is a metaverse, COD Lobby is a metaverse, VR Chat is a metaverse. En fait, c'est... je dirais que c'est... Rien de tout ça ne l'est, mais ça l'est aussi, c'est-à-dire que c'est connecté. En fait, je vais dire un truc aussi bête, c'est que je pense que le métaverse, le moment où il sera vraiment omniprésent, c'est comme Internet, tu t'en rendras plus compte. C'est-à-dire qu'en fait, on n'aura plus de mots spécifiques aujourd'hui. Le nombre de fois où on parle d'Internet, à part comme un concept général. Moi, dans les années 90, quand j'allais sur Internet, ça voulait littéralement dire je double-clique sur le CompuServe, je tape mon mot de passe et t'entends ding 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 sur le modem. Et ensuite, t'es sur Internet. Et tu sais, quand ma mère me disait t'es sur Internet, elle me voyait limite dans l'espace en train de flotter, tu vois. Alors qu'en fait, maintenant, on s'est pas dit, voilà. Le téléphone, on y est H24. Voilà, surprise, surprise, vous regardez ça sur Internet, les gars. Enfin, c'est pour nous maintenant, c'est devenu tellement organique qu'en fait, on ne parle pas, on dit, je vais aller sur YouTube, je vais aller sur, sur une autre plateforme, je vais chercher sur Reddit par exemple, une réponse à ma question et des choses comme ça. Et on parle donc de communauté / de sites web, mais en fait d'écosystèmes différents, alors qu'Internet, c'est vraiment tout ce qui est sous-jacent à ça. Metaverse, ce sera un peu pareil, je pense, dans une dizaine d'années, parce que ce sera tellement omniprésent et ça sera devenu tellement un outil qu'on ne se dira pas je vais dans le métaverse pour chercher telle ou telle info ou pour faire telle ou telle transaction ou quoi que ce soit. Ouais. Donc je pense qu'on va arriver à ce moment-là et le mot métaverse va devenir pas obsolète mais va devenir tellement sous-jacent à tout ce qu'on connaît que ce sera un peu comme le synonyme Internet à un moment et peut-être que d'ici plusieurs dizaines d'années on ne verra pas trop la différence entre les deux puisque je pense que beaucoup de choses seront organiquement déjà Web3. Ok, voilà. C'est une très belle réponse, je ne m'attendais pas à ça. Voilà, c'est bien joué, effectivement. Les temps évoluent, les mœurs évoluent et du coup, les noms aussi qu'on donne aux choses évoluent et on ne parle plus de je vais sur Internet aujourd'hui, juste on dégaine le téléphone et on est sur Twitter automatiquement, on est connecté. Mais il y avait aussi, dans les 90, des buzzwords aussi dans les médias français comme multimédia, comme interactif. Enfin, interactif, c'est-à-dire quoi? Tu tapes sur ta petite tablette et tout de suite ça bouge. Tu vois ce que je veux dire? À l'époque, c'était un truc de fou de se dire c'est interactif. Maintenant, c'est devenu tellement... commun et pareil avec multimédia. Multimédia, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu as de la musique, du son avec de l'image, plus une interactivité derrière. Ouais. Mais c'est devenu quelque chose de complètement... tellement de termes, c'est vrai. Ok, on va parler un petit peu concrètement. Sur The Sandbox, il y a plus de 166 000 lands. Ouais. Quel use case, concrètement, on peut imaginer? Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, un parc d'attractions? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Quelques petits exemples pour que les gens se visualisent un petit peu. Alors moi, ce que j'aime dire, c'est quand on parle, moi je suis employé chez The Sandbox, mais au-delà de ça, ce qui est important, c'est de savoir que le métavers, on me pose des questions sur le métavers, c'est pas moi qui décide ce qu'est le métavers, c'est pas l'équipe Sandbox qui décide ce qu'est le métavers. Nous, on est une plateforme pour justement que la communauté et tous les gens qui veulent s'impliquer, à savoir tout le monde dans le monde, puisque nos outils sont gratuits, peut s'impliquer et nous dire ce qu'est le métavers, et définir le métavers et le créer avec nous en fait. Donc c'est ça qui est super. Donc moi ce que j'ai vu des idées des différentes personnes, il y a de tout. Il y a des gens qui ont fait des films, qui veulent créer leur univers de films, et des films indépendants, qui veulent créer leur univers de films et leur comics. En fait ils ont une BD et un film, ils veulent aussi créer donc maintenant des expériences interactives basées sur la lore de ce film, donc sur l'univers de ce film dans The Sandbox. Donc ça c'est une idée, donc ce serait des histoires narratives avec de l'action dedans, mais qui se rapprocherait quand même d'un jeu assez traditionnel. D'un autre côté, moi je connais des gens qui veulent créer des endroits pour se marier dans The Sandbox, pour faire des mariages virtuels, etc. Okay. J'ai aussi beaucoup échangé avec une cantatrice d'opéra en fait qui veut créer son opéra donc dans The Sandbox et avoir aussi donc des concerts virtuels. Et aussi au-delà de ça, pouvoir interagir avec sa communauté et pouvoir bien entendu créer des expériences spécifiques à sa communauté qui seraient dans The Sandbox. Voilà. Donc il y a vraiment tout type d'expériences qui existent. Des musées, donc que ce soit des expériences culturelles, que ce soit des expériences vidéoludiques, que ce soit des expériences même cinématographiques. On peut vraiment imaginer tout ce qui se fait dans l'art aujourd'hui peut être aussi créé dans le virtuel. Alors tu me diras, oui, c'est peut-être un peu le cas, mais la différence, c'est vraiment avec le Web3 et le concept de ownership et de pouvoir reconnaître digitale, propriété digitale, de pouvoir aussi pas seulement faire quelque chose de virtuel, mais quelque chose qui se relaie au réel. Donc en fait, moi je pense que quand on reparle donc de métavers, etc., c'est pas que juste créer quelque chose dans le virtuel, c'est pouvoir
faire quelque chose de virtuel qui a un impact dans le monde réel en fait. Et c'est ça la grande différence. Donc je pense que tout ce qu'il y a aujourd'hui, et on a encore que juste gratté la surface, et le but de The Sandbox, c'est vraiment que tout le monde puisse participer à la construction de notre métavers pour qu'on puisse vraiment créer des expériences qui n'existent pas aujourd'hui en fait. Ok, incroyable. Super. Alors, nous, cette interview, c'est pour MVP. MVP, c'est une communauté qui, en fait, où on se rassemble autour de cette passion pour la blockchain et les jeux vidéo blockchain. Dans un jeu comme The Sandbox, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer qu'est-ce que des guildes comme MVP, des communautés comme ça pourraient faire? Quelle est la place finalement des guildes dans un jeu comme The Sandbox? Moi, je pense que c'est vraiment un peu presque logique, si tu veux, parce que, enfin, qui dit guild dit obligatoirement communauté. The Sandbox peut, enfin, est, je pense, un super outil, mais comme je te dis tout à l'heure, c'est presque à toi de me dire ce que tu aimerais faire dedans et comment on peut le créer. Tu vois ce que je veux dire, dans le sens où nous, on est là aussi pour faciliter ça. Mais au-delà de ça, moi, ce qui me vient en tête, par exemple, c'est d'avoir un peu votre QG dans The Sandbox avec bien entendu tous les gens qui partie de la guilde qui peuvent se réunir dessus. Aussi avoir une collection de différentes choses qui fait partie aussi de votre historique que vous pouvez recréer dessus. Il pourrait y avoir la propriété digitale autour de ça. Il pourrait y avoir aussi des events qui se créent autour de ça, des tournois, des choses comme ça. En fonction de ça, vous pourriez avoir aussi des mini-jeux dans The Sandbox qui recréent un petit peu les expériences que vous faites in real life. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a aussi, si vous faites des événements vraiment IRL, donc in real life, dans la vie réelle, peut-être que certaines personnes qui sont géographiquement pas là pourraient y participer de façon virtuelle. Il y a beaucoup de choses en fait à développer autour de ça et je pense que c'est vraiment une question de créativité et de nous dire en fait ce que vous voudriez faire et voilà, c'est ça aussi. C'est vrai que les possibilités sont vraiment infinies avec Sandbox et tu as cité de très bonnes idées, je pense. Ah d'accord. Tu as cité des bons débuts d'idées et à mon avis, moi j'imagine par exemple un musée virtuel où il y aurait des collections de NFT, on pourrait imaginer, je sais pas, des temples, des machins, enfin un territoire quoi, brandé pour une communauté où la communauté se retrouve pour des événements, pour discuter, etc. C'est assez intéressant. Ok. Alors, on arrive au bout des questions, mais une petite surprise que moi j'adore, moi je suis un grand fan. D'accord, ok. C'est on va voir si je le suis aussi. ce que j'appelle la mitraillette de questions. D'accord. Parce que là, jusqu'ici, on a eu le temps un petit peu d'étoffer. Là, je vais te poser des questions, il va falloir pas trop réfléchir et répondre par oui ou non, ou par le choix A ou le choix B. Ok. Tout simplement. Ça va, tout ça prêt? C'est bon. Alors, Sandbox ou Decentraland? The Sandbox. Achèterais-tu un NFT à plus de $1000? Ça dépend de la valeur, mais ça dépend de la valeur intrinsèque. Ok. Ultima 7 ou The Sandbox? The Sandbox, parce qu'on pourrait refaire aussi quelque chose de super de l'Ultima 7, le faire évoluer dans The Sandbox. T'es-tu fait déjà des vrais amis dans des jeux vidéo? Oui. Dont la personne qui m'a présenté à Sébastien Bourget qui m'a ouvert à The Sandbox. Ok, donc tout part finalement d'une rencontre virtuelle. Ouais. Ok. Et j'ai jamais encore rencontré en in real life. Ok. Est-on trop early pour les jeux blockchain? Non, je pense que ce soit pour y jouer ou quelque chose comme ça, non, je pense pas. Ok. Achèterais-tu un billet pour un concert de Snoop Dogg sur le métaverse? Oui. Ok. Si tu as des enfants, leur ordonnerais-tu de sortir jouer dehors ou d'aller jouer dans le métaverse? Ils peuvent sortir dehors et jouer dans le métaverse parce que d'ici là, je pense que le métaverse aura une ubiquité telle qu'on pourra le retrouver aussi, comme je disais, in real life et son impact dans la vie réelle. Okay. Donc sûrement dehors, comme ça ils peuvent faire les deux. Ok. Pour la dernière question, tu peux prendre un petit peu plus de temps. La France est-elle selon toi un bon pays pour entreprendre dans le secteur du jeu vidéo Web3? Je pense qu'il y a un superbe talent en France, vraiment. Je pense que la France peut bénéficier de sa valeur qu'en interagissant avec le reste du monde aussi. Donc c'est ça qu'il faut, je pense, avoir en tête. Et je pense que la France est un super socle. L'éducation française, tout ça sont des super socles. Moi, je sais que c'est mon expérience en tant que Français qui est... Bon, enfin, j'ai aussi... Mon père est néerlandais, mais j'ai grandi en France. Je m'en suis rendu compte en allant à travers le monde qu'on a une éducation, je pense, qui est de très bonne qualité. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut pouvoir s'ouvrir
aux autres pour vraiment en bénéficier en fait. On a vraiment une approche universaliste, je pense, dans notre éducation. Et donc pour vraiment pouvoir en bénéficier, en fait, il faut pouvoir s'ouvrir sur le reste du monde une fois que voilà, on a passé, je pense, le lycée par exemple. Je pense que c'est là où il faut commencer à s'ouvrir. Et il y a des très bonnes façons, des très bonnes choses à apprendre partout dans le monde. Donc je pense que c'est ça le plus important en fait. La France est un très bon départ, mais après il faut pouvoir s'ouvrir. Il faut pouvoir s'ouvrir, ok. C'est vrai qu'on voit beaucoup de gens comme toi qui de différents studios ici en France dans l'univers du Web3. Pas forcément besoin d'aller aux États-Unis pour trouver une opportunité finalement. Je pense que moi, les États-Unis, c'est un pays que j'ai toujours adoré. Enfin, j'ai vécu dans beaucoup de pays, mais c'est toujours un pays que je trouve vraiment fort au niveau énergie, au niveau culture de business, etc. Donc, je pense que c'est pas obligatoire, mais ce serait vraiment dommage de se fermer. Par exemple, un pays, je pense qu'il faut vraiment tout simplement trouver les opportunités où elles sont et regarder au-delà spécifiquement de son propre pays, qu'on soit en France aujourd'hui, qu'on soit aux États-Unis ou qu'on soit autre part. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'innovation en France, mais aussi, je pense que c'est bien de continuer à regarder autre part et surtout vers l'Asie. Moi, j'ai vécu longtemps en Asie. Okay. Je pense qu'on n'est pas encore assez au fait de ce qui se passe là-bas et il y a beaucoup de créativité dans cette région du monde et surtout beaucoup de potentiel pour justement créer des bridges intéressants. Ok, superbe, on a fait le tour. Toi, de ton côté, Arnaud, est-ce que tu as des projets peut-être sur lesquels tu bosses, que tu aimerais peut-être un petit peu teaser? Où est-ce qu'on peut te retrouver, tes réseaux sociaux? D'accord. Alors moi, mon Twitter, c'est @ArnaudCamprace, donc l'écrivez-le parce que mon nom n'est pas spécialement facile. On va le faire afficher à l'écran. Voilà, vous pouvez l'afficher à l'écran. Ça, c'est mon Twitter, voilà, Global PR Manager Sandbox, même si mes tweets sont les miens, c'est-à-dire que c'est plus au nom de moi-même que je m'exprime dessus. Ok, un éternel passionné. Merci beaucoup Arnaud, tu m'as régalé. Merci à toi. Et puis on te retrouve très bientôt sur tes réseaux sociaux et sur Twitch. Avec grand plaisir. Merci. Merci, au revoir.